Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Adrien Delimon, ministre-président wallon, tient un discours ce mercredi sur l'état de la Wallonie. Il doit évoquer les grands chantiers de son gouvernement pour les mois à venir, et ils sont nombreux: relance économique en pleine crise de l'énergie, réforme du chômage et remise à l'emploi, réflexion autour du Forum ou de la WEX ou encore aide à l'embauche. Pour en parler avec nous, Jean-Paul Bastin, il est chef de groupe engagé au Parlement wallon, les engagés qui sont partenaire du MR dans le gouvernement Azur. Je suis Loïc Streuss, vous écoutez Perspective, un podcast de Trends Tendance. Bonjour, Jean-Paul Bastin. Bonjour Loïc Streuss. Bienvenue dans ce podcast. Alors, actualité oblige, on commence avec une matière fédérale. Tout d'abord, est-ce que vous estimez que l'Arizona, dont est membre votre parti, on le rappelle, a apporté une réponse suffisante face à la crise des prix de l'énergie ? Bon, on constate en tout cas qu'il y a deux sensibilités différentes, à la fois du sud et du nord du pays. Le nord étant plutôt réticent à ce qu'il y ait une quelconque aide qui soit apportée à cette crise. Et à l'inverse, les deux partenaires du sud qui veulent avoir une aide, alors différente de celle qu'on a connue en 2022, où quelque part c'était un peu de l'argent hélicoptère et on voulait donner de l'argent à tout le monde, même ceux qui n'en avaient pas nécessairement besoin. Ici, la proposition qui est sur la table, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus temporaire également, qui soit présent. Et donc ici, ils se sont pris quelque part une clause de rendez-vous, et que d'ici 15 jours, à ce qu'ils puissent établir les éléments et les montants et comment ça va pouvoir être fait. Oui, parce que pour l'instant, on n'a aucune précision. Est-ce que vous en avez ? Non, je n'en ai pas particulièrement. J'ai les guidelines, les lignes directrices qui sont présentes. Je pense qu'il y avait une volonté et une détermination du côté francophone à ce qu'il y ait, non pas au détriment des finances publiques, mais on ne peut pas, d'un autre côté, non plus avoir monsieur et madame tout le monde qui, soit ils doivent remplir malheureusement leur cuve à mazout pour le moment, on se trouve avec un prix du mazout à 1,60 €, soit tout simplement en faisant le plein de leur voiture. On sait en Wallonie, la ruralité est souvent présente, les véhicules diesel sont encore parfois fortement présents. 2,30 €, 2,35 € à certains endroits. Bientôt pour remplir. 2,05 €. Voire 2,50 €. On ne veut pas non plus que l'État puisse se financer sur le dos des citoyens, et que donc là il doit y avoir non pas une détérioration des comptes publics, mais à l'inverse, l'État ne peut pas, selon nous, se financer sur le dos de ses citoyens, d'autant plus que la Wallonie, elle est vaste. 60% du territoire est en zone rurale, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz de ville, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs, les tracteurs électriques, ça n'existe pas encore, que les véhicules électriques, ce n'est pas encore pour tout le monde. Et donc, comme l'impact se marque beaucoup plus sur le mazout et sur le diesel, quelque part, il y a cette sensibilité aussi qui est beaucoup plus importante. Donc, ce vendredi, on n'a pas encore eu les mesures. On a eu la déclaration d'intention. Quelque part, le nord et le sud se sont rencontrés sur un modus operandi, à maintenant à voir comment ça va se traduire concrètement et pratiquement. La période est différente de celle de 2022, mais néanmoins, il doit y avoir une réponse concrète, mais beaucoup plus ciblée. Oui, et notamment au niveau financier. Vous avez évoqué la spécificité wallonne face à cette crise. Au niveau régional, comment on peut tirer les enseignements de cette nouvelle crise que l'on traverse ? Alors, je pense qu'il y a d'abord, dans les enseignements, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, on n'est plus sur une mécanique d'argent magique. À un moment donné, l'argent hélicoptère, où on distribue à tout et à tout le monde à n'importe quel moment en disant « Ne vous tracassez pas, braves gens, l'État est là et va répondre à l'ensemble des besoins », on n'y est plus. On n'y est plus tout simplement. On ne prend plus la main du citoyen. En tout cas, jusqu'à un certain point. Mais on lui dit aussi, il ne pourra pas répondre à tout. On ne va pas pouvoir, tout simplement, c'est pas une question que l'on soit plus sévère ou plus dur que d'autres qui étaient là par le passé.
on a dépensé plus que de raison, on a recouru à l'emprunt et ça se marque concrètement, non seulement dans le chiffre de l'endettement. Alors le chiffre de l'endettement, on peut dire oui mais c'est un chiffre assez abstrait, mais dans ce qu'on rembourse chaque année, cet endettement, c'est pas quelque chose de virtuel, on rembourse, on est passé de 262 millions pour les chiffres en région wallonne en 2019 à plus de 430 millions en 2024. Tout ça, eh bien, on a quasi 200 millions en plus qui sont affectés uniquement du remboursement et donc qui sont uniquement affectés au remboursement de la dette et donc on ne peut pas mettre pour d'autres contributions. Et de dire qu'à un moment donné c'est pas grave, on va laisser filer les comptes, ça ne tient pas tout simplement pas la route. Non pas que nous soyons plus sévères que d'autres, mais simplement on voit que sur l'Europe nous sommes considérés comme le mauvais élève et les banques commencent à dire attention, votre risque n'est plus sûr. On voit les grandes villes ne parviennent plus à se financer sans l'aval de la région wallonne. Et donc, à un moment donné, on doit se dire, on ne peut pas laisser filer les comptes et quelque part emprunter sur le compte des générations futures en disant c'est pas grave, on va pouvoir rembourser. Donc ça nous oblige à pouvoir être beaucoup plus ciblés. Quand on fait des taux de TVA qui diminuent sur l'énergie, c'est sympathique, mais c'est aussi bien pour celui qui chauffe sa piscine que pour celui qui a difficile à nouer ses deux bouts. Et donc à un moment donné, on doit être beaucoup plus responsable sur certains aspects, beaucoup plus précis sur différents éléments. Et c'est là-dessus que le gouvernement wallon veut aussi être sensible par rapport à ça. On constate en tout cas que chaque fois qu'il y a une instabilité sur le monde au-delà de nos frontières, c'est l'énergie qui est directement impactée et on constate à quel point nous sommes dépendants des énergies fossiles, sachant que nous n'en produisons pas et nous n'en produirons jamais. Donc dans les leçons, il doit y avoir aussi cette volonté d'accélérer ce shift énergétique pour aller vers cette décarbonation. Non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est également bon pour notre portefeuille. Et là, je pense que l'ensemble des citoyens s'en rend compte en faisant son plein à 1,60€ le litre ou 2,30€ pour le mazout. Alors justement, il y a une autre source d'énergie qui pose problème, c'est l'électricité. Elle est particulièrement préoccupante pour nos entreprises. Pourquoi ? Eh bien, notre réseau électrique est à bout de souffle et des raccordements sont parfois refusés par Ores dans les zonings. Donc les entreprises doivent bricoler pour se raccorder notamment avec des générateurs. Comment en sommes-nous arrivés là ? Ah oui, je pense que la question, elle est excellente et surtout comment on a fait en sorte qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut venir s'installer dans une zone d'activité, parfois a des délais à plusieurs mois, voire au-delà d'un an pour avoir un raccordement. Donc il y a la question refus, parfois. Ou un refus pur et simple. Donc il y a plusieurs éléments. Un à voir. Pour le moment, c'était premier arrivé, premier servi. Et donc, on ne regardait pas et il y avait une capacité électrique qui était préemptée sans qu'il n'y ait un ordre de se dire attention, il y a un ordre d'importance, de création d'emplois ou d'autres. Et donc, à un moment donné, tant qu'il y avait. Puis, s'il n'y a plus. Sauf qu'après, il peut y avoir une entreprise particulièrement impactante dans le sens positif du terme pour la région qui se trouve avec de tels délais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de la décarbonation et d'apporter cette source d'énergie électrique est essentiel pour l'emploi. On en parlera par ailleurs, si jamais on veut avoir des entreprises chez nous, il faut qu'elles aient cette assurance et d'avoir comment leur garantir la capacité électrique dans un délai raisonnable, la stabilité électrique également, de s'assurer qu'à un moment donné, on ne dise pas il n'y a plus d'électricité, et également d'avoir un prix qui soit compétitif. Quand je dis un prix compétitif, ça ne veut pas nécessairement dire un prix qui soit meilleur marché que les voisins, mais à tout le moins qui ne soit pas plus cher par rapport aux autres. Donc on attend clairement ça de la ministre Cécile Neven, qui est en charge de l'énergie, qu'elle puisse présenter le plan. Ça passe également par des infrastructures dont on parle depuis plusieurs années. Je pense que la boucle du Hainaut a fait parler beaucoup d'elle, mais maintenant on arrive en bout de l'ensemble des procédures de concertation, conciliation, et à un moment donné, il y a un tracé qui va devoir se mettre sur la... Est-ce qu'on a une idée d'une date ? Je pense que le ministre en charge, le ministre Decken, en charge de l'aménagement du territoire, il a reçu les différentes conclusions des différents plans. Je pense que quelque chose va pouvoir être annoncé ici durant ce premier semestre, en tout cas des étapes importantes. De là découle alors après toute une série de raccordements. Je pense qu'avec Ores et Resa, qui sont nos deux principaux gestionnaires de réseaux de distribution, de pouvoir avoir ce plan pour pouvoir répondre avec le gouvernement wallon, avec la ministre en charge de l'énergie, avec les représentants des entreprises, de dire comment est-ce qu'on peut assurer cette situation-là.
Je pense qu'historiquement, on est passé d'une énergie qui était un réseau électrique qui était basé sur nos centrales nucléaires, donc avec des postes d'injection, d'induction qui étaient rares mais très puissants, à un mitage du territoire, que ce soit les panneaux photovoltaïques, que ce soit les éoliennes, que ce soit les centrales gaz-vapeur, et on a fait énormément de points d'induction sur un réseau qui n'était pas prévu pour ça. Et donc, entre un discours, il faut décarboner et il faut électrifier notre énergie, c'est très bien. Après, pratiquement et concrètement, d'autant plus qu'on voit que demain, le chauffage, voire aujourd'hui déjà, la mobilité qui était carbonée passe à l'électricité, amène des nouveaux enjeux et surtout une rapidité qui sans doute n'a pas été suffisamment anticipée. Alors justement, on a beaucoup de questions, on vous sent engagé, sans mauvais jeu de mots, dans tous ces enjeux, et c'est bien normal. Vous avez déclaré que vous souhaitiez une Wallonie entrepreneur-friendly. On le voit, il y a de nombreuses choses à améliorer, notamment pour permettre à des entreprises de se raccorder tout simplement à l'électricité. Mais vous avez évoqué aussi d'autres réussites récentes. Alors vous parlez de Doux, qui n'est plus à présenter, mais qui va générer des emplois dans son nouveau complexe à Louvain-la-Neuve, Safran Aérobooster à Welkenrad notamment. Comment on peut capitaliser sur ces exemples ? Je pense que c'est un logiciel qui change. Jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu le gouvernement wallon présenter un énième plan. On est passé du contrat d'avenir pour la Wallonie au plan Marshall 2.0, au plan Marshall 4.0, au plan de relance pour la Wallonie. Ça a une incidence, c'est que souvent ça a mobilisé beaucoup d'argent public qui s'impacte dans notre endettement. Et puis quelque part de donner l'impression que est-ce que c'était le gouvernement, est-ce que c'était la force publique qui allait entraîner l'activité économique ? Ici, la volonté est clairement de dire, nous devons faire une Wallonie qui est entrepreneur-friendly, mais que le moteur de l'activité économique, ce soit les entreprises, les entrepreneurs, les industriels, locaux, mais aussi extérieurs, qui puissent se dire, ici, j'ai un terrain sur lequel je peux faire de la plus-value, de la valeur ajoutée, et dès lors, par effet induit, créer de l'emploi. Je pense, majorité et minorité confondues, on est tous d'accord sur un point, c'est que le taux d'emploi privé est trop faible. Et que dès lors, si le taux d'emploi privé est trop faible en Wallonie, c'est que nous avons un souci d'attractivité du territoire. Un point, c'est l'énergie. Je pense que sans une réponse énergétique appropriée, on peut continuer à bâiller aux corneilles. Nous n'aurons pas de solution structurelle. On a déjà évoqué ce point-là. Il faut on a la chance en Wallonie d'avoir encore un peu du terrain et de l'espace, sachant que d'un autre côté, on a à l'horizon 2050 la zéro artificialisation des sols, mais malheureusement, on a quelques chancres industriels, et donc ça veut dire qu'il y a du terrain qui est là, directement affecté en bonne zone pour pouvoir faire de l'activité économique, et que ça, c'est une plus-value qui est réelle et qui est une opportunité. On a aussi un taux d'emploi qui est trop faible, alors à la fois c'est une force et une faiblesse. Oui, alors par exemple, je vais prendre un autre exemple, Ecostérile, qui est leader mondial du tri des déchets médicaux. Pendant longtemps, elle n'a pas eu accès au marché wallon, tout simplement parce qu'il y avait un monopole d'une intercommunale à tourner. Alors, il y a eu un accord en janvier 2025, un arrêté du gouvernement wallon devait bétonner le tout. Est-ce que là, on n'est pas confronté à une situation où la Wallonie se tire une balle dans le pied ? On veut de l'emploi privé, mais en même temps, on constate qu'il y a des leaders mondiaux qui n'ont pas accès au marché wallon. Oui, je pense qu'on doit avoir poste par poste, réponse par réponse, avoir à la fois cette souplesse et parfois aller challenger nos propres intercommunales qui ont un objectif d'avoir évidemment l'équilibre de leur compte et font du lobbying éventuellement en fonction de cela, mais de s'assurer d'avoir cette ouverture et de dépasser parfois un peu des égoïsmes sur certains aspects. Je pense que c'est une manière d'aborder aussi et quelque part ça correspond à ce que j'ai dit au début, en disant ce qu'on a envie, c'est que le premier moteur économique, ce soit les entrepreneurs et que l'État là soit pour soutenir, mais certainement pas pour remplacer. Alors, vous parliez d'emploi privé. Il y a toute une série de réformes qui touchent
aux aides à l'emploi, le PS est particulièrement remonté contre le gouvernement Azur, notamment par rapport aux jeunes. Donc la durée d'aide octroyée passe désormais de 2 ans à 1 an. Est-ce qu'on n'en voit pas un mauvais signal par rapport à ce type de réforme ? Je pense qu'à un moment donné, trop d'aides tue les aides et qu'il peut avoir un espèce de phénomène de carrousel. C'est qu'à un moment donné, on a fait croire que pour chaque situation, il y allait avoir un plan, qu'il y allait avoir une aide. Et donc, un gestionnaire de ressources humaines dans une entreprise, il devait être une espèce de rémi-brica de l'ensemble des institutions pour essayer d'optimiser, puisqu'il se trouvait en concurrence avec d'autres entreprises et qui allait utiliser l'ensemble de ces aides, et que les jeunes qui se lançaient, on leur donnait une première expérience parce qu'ils coûtait entre guillemets moins cher, et puis après il y avait une espèce de fonction Kleenex en disant ben voilà, ce sera le suivant à qui on va l'utiliser, et qu'ils étaient partis dans une première expérience professionnelle qui pouvait être un peu traumatisante. À un moment donné, de dire non, on cible et puis accessoirement, je l'ai dit au début, toutes ces aides, elles ont un coût. Et donc d'aider et donc que ça s'impacte financièrement, de se dire on va essayer de cibler, on va essayer de simplifier pour l'entreprise au maximum. D'un autre côté, elle sait qu'elle a cette aide pendant un certain temps qui est bien déterminée, à elle de calibrer par rapport à cela. Et donc de venir de la part du PS, de venir cibler en disant oui mais c'est moins généreux. Je pense que pendant des années, sous couvert de cette générosité, ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Que c'est vrai qu'on assume qu'il faut changer le logiciel, qu'il y a cette notion de responsabilisation, et je pense que les entrepreneurs et les entreprises sont demandeuses aussi d'avoir quelque chose de clair, puisque les aides, c'est peut-être intéressant pour elles, mais le concurrent là aussi. Et donc si c'est pour biaiser le marché par des aides qui deviennent artificielles et administratives et par ailleurs budgétivores, on a quelque part, on est en train de manger le serpent, c'est le serpent qui se mord la queue, merci. Donc voilà par rapport à cette critique que je trouve... ce n'est pas la seule, c'est le rôle de l'opposition, évidemment. Ouais, c'est la manière dont ils estiment devoir jouer leur rôle. Je pense qu'en 2026, après les crises que l'on a connues de 2019 lors de la précédente mandature, que ce soit la crise du Covid, que ce soit la guerre qui est de nouveau présente sur le sol européen, et ce maintenant depuis plus de 4 ans, avec l'afflux de réfugiés, les crises énergétiques qui se succèdent, et de nouveau, j'ai l'impression que la classe politique, que les syndicats, que les partenaires sociaux, on doit être autre chose que dans une simple opposition. Le modèle des années 90, ce n'est plus le monde d'aujourd'hui. Et donc 2026, je trouve que nos enjeux sont beaucoup plus importants. On a acheté quelque part une forme de paix sociale par rapport à la crise en 2020-2022. Aujourd'hui, les caisses sont vides, c'est factuel. Il n'y a pas de critique par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent disponible aujourd'hui, et comment est-ce qu'on s'assure qu'il puisse être le plus efficient, et pas simplement en disant dès que vous touchez quelque chose, c'est un droit acquis, on peut revenir. Quand même que sans aide à l'emploi, et on le sait, les jeunes, le taux d'emploi est trop bas, les APE qui concernent plus ou moins 65 000 emplois vont aussi être revus. Vous évoquez des aides qui coûtent de l'argent, mais ça coûte aussi de l'argent de ne pas revoir des gens sur le marché de l'emploi. Or, on sait que la difficulté, c'est de remettre ces gens dans un chemin qui converge vers une formation et autres. Donc, il y a là aussi un double discours qu'on doit entendre également. Oui, c'est un discours que l'on peut entendre, mais je pense que il y a aussi la fin de la durée illimitée du chômage. Donc, et de mettre à un moment donné, de concentrer les aides sur les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. Je pense que ça permet d'envoyer aussi un message clair par rapport non seulement aux personnes qui sont concernées, et par rapport aux employeurs. Et qu'aujourd'hui, en 2026 et demain, lorsque les réformes seront employées, que tout travail, quelque part, il a une valeur, et il a une valeur de marché. On ne peut pas dire, c'est pas grave, lui, je peux l'engager à une valeur inférieure parce qu'il va avoir une compensation du public. Cette compensation du public, bien sûr, elle peut avoir lieu, elle doit avoir lieu pour les personnes qui sont particulièrement éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'une première expérience, qui ont besoin d'un premier contact avec l'entreprise, ou si jamais elles ont été éloignées pendant un certain temps et qu'elles ne sont pas tout à fait à niveau début, mais que ça doit être avec une limite
limitation dans le temps. Faire croire de dire ne vous tracassez pas, le public va venir, il va pouvoir payer le temps à durée indéterminée qu'il faut et vous allez pouvoir utiliser ces systèmes, je pense n'est pas bon. C'est quelque part un discours vérité qui est envoyé de part et d'autre en lien avec l'état des finances qui sont les nôtres. Mais pourtant, le ministre wallon de l'économie est depuis un petit moment un libéral. Et là, par exemple, Pierre-Yves Joëlet prend des décisions par rapport aux APE. Avouez qu'on peut entendre qu'il cristallise certaines remarques pour prendre des décisions aujourd'hui qu'il aurait pu prendre hier. Là, je parle des libéraux, par exemple, dans son rôle. D'abord, je pense qu'il avait déjà essayé durant la période 2017-2019, où il y a eu une période où la majorité qui est aujourd'hui présente était déjà présente à ce moment-là, mais il y avait eu la défection d'une députée, Madame Potigny, si j'ai bonne mémoire, qui avait fait en sorte qu'il n'y avait plus de majorité et que donc la réforme n'avait pu être menée à ce moment-là, et que donc dès la déclaration de politique régionale, avec ce nouvel élan et cette nouvelle approche et ce changement de partenaire, cette réforme est également revenue sur la table. Force est de constater que les 65 000 emplois, les points APE, il y a eu par le passé un peu d'arbitraire qui ont été dans la manière dont ces points ont été distribués, qu'il y a eu certains éléments qui disaient pourquoi est-ce que lui il a et pourquoi moi est-ce que je n'ai pas, et qu'aujourd'hui à un moment donné de se dire les budgets sont maintenus, simplement les affectations des différents budgets vont revenir aux différents ministres fonctionnels pour avoir une augmentation de la lisibilité. Il n'y a rien qui garantit que le budget soit figé. Il pourrait y avoir des vases communicants. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a un gouvernement, c'est pour ça qu'il y a un parlement. Il peut y avoir aussi des priorités qui changent en fonction d'un moment donné ou d'un autre. Mais d'avoir un réflexe frileux qui est de dire « oui, moi je veux bien que tout le monde change, mais moi pas, et je ne justifie pas, je considère que c'est un droit acquis de pouvoir garder mon enveloppe », à moi, entre guillemets, à chaque secteur de pouvoir justifier ce en quoi il y a une plus-value dans l'effectivité de l'argent. Avoir cette lasagne, et c'est un mal assez belge, qui est de dire « tout ce qu'il y a, c'est de l'acquis. Il y a des nouveaux défis qui sont budgétivores et donc on doit redemander à l'État, à la région, une couche en plus, sachant que tout ce que j'ai, je le garde. Le monde est en profonde évolution pour le moment. L'intelligence artificielle va changer et on ne mesure sans doute pas à quel point cela va sans doute modifier nos habitudes et nos usages. Et pour autant, c'est vrai que le cadre, et je peux comprendre qu'il y ait une réaction en disant « c'est angoissant ». Ça, je le comprends et je l'entends, et je pense qu'on ne doit pas avoir de discours qui soit culpabilisant, mais au contraire d'être dans l'accompagnement, dans l'écoute, mais pas dans l'immobilisme. Est-ce que le Forum, par exemple, alors qu'on réduit des aides, notamment donc les APE, aides à la promotion de l'emploi pour des chômeurs longue durée, est-ce que par exemple le Forum, qui lui aussi doit faire l'objet d'une réflexion, je ne vais pas dire de fond en comble, mais presque, en tout cas c'est comme ça qu'elle a été présentée lorsque vous avez formé ce gouvernement Azur, est-ce que le Forum est suffisamment armé aujourd'hui pour justement accompagner et former ? Alors je pense que D'abord, j'ai beaucoup de respect pour le travail où il s'agit de remettre d'autres personnes à l'emploi. Je pense que c'est particulièrement difficile, je pense que ça doit être particulièrement ingrat, je pense que c'est particulièrement chronophage, mais dans un système qui est particulièrement centralisé, on a vu au moment du Covid à quel point, quand on travaille avec les communes, la subsidiarité, de travailler sur des plus petites échelles et la réactivité, ça peut avoir tout son sens. Et donc, de fait, à un moment donné, de se dire combien est-ce qu'on dépense, combien est-ce qu'on met d'argent public pour le Forum, pour quel résultat, ce n'était plus tenable. Et qu'à un moment donné, de se dire, voilà, on rejoue avec le Forum. Je pense que Madame Hierna, elle essaye en transparence de faire avancer le modèle. C'est quand même devenu une grosse société. C'était aussi, il y avait une culture d'entreprise qui se développe là-dedans. Et donc de dire à un moment donné, ouais, le modèle, on va le changer et pas simplement à la marge, et de regarder concrètement comment est-ce qu'on peut faire. Et donc sur les différents facteurs, se dire, voilà, maintenant, on sait pas simplement qu'on va faire un petit coup une petite mesure itérative en plus. Au contraire, on dit, on change le modèle. L'opposition peut dire, voilà, peut-être que vous allez vous tromper là-dessus, peut-être que vous faites peur sur certains éléments, sans doute, mais ils ne pourront pas dire qu'on manque d'audace, ils ne pourront pas dire qu'on fait la politique de l'autruche. On met les choses sur la table et on change le modèle.
actuelle et c'est cette ambition que nous voulons pour la Wallonie plutôt que d'avoir un discours de fatalité et surtout un discours où on n'a plus les moyens. Alors on entend, et justement vous dites que vous n'avez plus les moyens, évidemment les finances wallonnes sont dans le rouge, la dette pourrait afficher 32 milliards d'euros fin d'année, c'est un bond de 60% par rapport à il y a 5 ans. Le déficit lui est proche de 3 milliards, il pourrait grossir de 400 à 600 millions. C'est la Cour des comptes qui le dit. Là encore, l'opposition vous traite d'amateur et parle de dérives budgétaires, que vous ne parvenez pas à maîtriser les coûts, alors que vous venez de témoigner de plein d'économies, plein de mesures d'économies. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est un joli compliment de la part de l'opposition, surtout sachant le bilan qui est le leur quand ils étaient au pouvoir. Ce qu'on peut répondre, c'est que nous, on a décidé de mettre une trajectoire budgétaire. Une trajectoire budgétaire en disant voilà ce qu'on veut faire comme mesure et surtout dans quel cadre, sachant que tout change autour de nous, mais voilà la trajectoire budgétaire. On a fait par exemple la réforme des droits d'enregistrement. C'est vrai pour l'acquisition de biens immobiliers, c'est vrai que dans un premier temps elle coûte, mais sur le temps long, elle est autoportante, voire bénéficiaire pour la région wallonne. Et donc de se dire, oui, on fait des politiques, oui, on peut avoir une ambition sur le budget et sur un temps donné, de se dire, au début ça coûte, mais à terme, on y regagne. Et surtout, on y regagne en se disant que les Wallonnes et les Wallons, plus vite ils ont un accès à la propriété, quelque part, c'est le premier filet contre la précarité. Et donc par rapport à ces éléments-là, oui, c'est cette trajectoire budgétaire avec un monitoring qui soit évolué et donc année après année, il y aura des nouvelles mesures qui seront prises. Si les nouvelles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont mauvaises, eh bien, il y aura une modification. Mais c'est fini comme par le passé, comme la mandature précédente, et vous l'avez évoqué en commençant le libellé de l'intervention, de doubler en une seule mandature un tel niveau d'endettement et un tel niveau de remboursement de dette qui obère les capacités après pour toute majorité ou tout gouvernement de pouvoir peser. Bon, Jean-Paul Bastin, on avait encore plein de thèmes à aborder, mais ce podcast touche à sa fin. On voulait aborder notamment l'AWEX, les primes d'aide aux entreprises, voire même la vignette qui arrive. autoroutière. Elle arrive, c'est un effet d'annonce ou c'est une arlésienne ou on va enfin la concrétiser ? Non, moi je pense vraiment qu'on va arriver. Il y a eu, il faut d'abord s'entendre avec les 3 régions du pays. Il ne vous aura pas manqué, il vous aura pas échappé que la région bruxelloise a pris un certain temps, mais que désormais il y a un gouvernement de plein exercice et que donc maintenant ils sont en train de se discuter sur les modalités de répartition des flux financiers. Mais le principe est acquis dans les 3 régions et donc je pense que dès 2027, il y aura cette vignette neutre pour le contribuable belge, mais par contre, tous les usagers étrangers qui utilisent nos infrastructures contribueront et permettront que nous puissions investir dans nos infrastructures de mobilité. Eh bien, on va suivre ça, évidemment. Dernière petite chose, la majorité Azur va fêter son 2e anniversaire en juillet prochain. Quelle note vous lui donnez à cette majorité ? Sur 10, oui, je lui mets un 8 sur 10. Je trouve que cette majorité a de l'audace. Je trouve que cette majorité change, casse les codes ici en région wallonne. Après, elle doit apprendre encore parfois à communiquer aussi, puisque quand on change le modèle, ça peut être anxiogène pour tout un chacun. Et que le modèle de concertation évolue, mais concerter, ça ne veut pas nécessairement dire être d'accord avec tout le monde et qu'à un moment donné, il faut assumer de pouvoir décider, mais décider, ça ne veut pas dire non plus de passer sans communication. Et donc c'est là, surtout que maintenant on rentre dans le cœur des réformes qui ont été annoncées en début de mandature. Maintenant, elles arrivent et elles vont être implémentées. Eh bien, c'est une distinction. Donc, pour ces 2 premières années, on verra les 2 suivantes. Merci Jean-Paul Bastin d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà qui referme ce nouvel épisode de Perspective, un podcast de Trends Tendance. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.